Maintenant, tu deviens inhabitué parce que tu as été à la première, la première journée. Merci encore une fois, Caroline, c'est à toi. C'est très gentil. Merci beaucoup à vous. C'est nouveau avec grand plaisir que je me joins à cette journée. Et c'est vrai que c'est intéressant d'échanger et d'écouter l'épidémiologie tout à l'heure. Voilà, c'est quelque chose qu'on connaît mal, nous, et je trouve qu'on a plaisir à se croiser dans les congrès. Depuis le Covid, on se voit moins en présentiel, donc on puisse au moins déjà se voir à travers la Méditerranée, c'est super. Alors effectivement, on a déjà abordé beaucoup des points du topo dont je vais parler avec Grégoire. Euh, la question est TVT ou TOT. Grégoire y a partiellement répondu là. On pourra en débattre après. C'est effectivement un sujet brûlant. Alors, je me suis évidemment basée sur les recommandations de l'EAU qui, effectivement, sont réactualisées chaque année. Donc là, c'était en mars. Donc, on a une biblio avec des Cochrane, des méta-analyses, etc. Et on va voir les niveaux de preuves scientifiques de tous les arguments qu'on peut déployer. Donc, c'est vrai que la littérature dans le domaine, elle est très solide et on peut, derrière, avoir une information qui est, pour le coup, vraiment importante pour la patiente, mais qui est scientifiquement prouvée et indiscutable. Alors, on disait, là, c'était un peu dans la fin des discussions, est-ce qu'on reste sur des BSU prothétiques dans un premier temps? Ce tableau, il est très intéressant, hein. Évidemment, ça a été décrié, tous les matériaux prothétiques, surtout pour la chirurgie vaginale de prolapsus, et du coup, ça a été une grande omerta. Effectivement, maintenant, en France, c'est très réglementé, mais bien sûr qu'on va garder la voie sous-urétrale et les mèches vaginales, parce que depuis qu'elles ont été inventées, on n'a rien trouvé de mieux en termes de rapport bénéfice-risque. Et comme le disait Grégoire, c'est une excellente chirurgie qui rend service à plein de femmes. Il faut qu'elle soit bien faite, évidemment, par des gens qui en ont l'habitude, mais il n'y a rien de mieux, entre guillemets, ou alors un peu les bandelettes aponébrotiques, vous voyez, qui font aussi bien que la bandelette rétropubienne, mais au prix d'une morbidité qui est vraiment différente. Le Birch, la colposuspension, ça fait un peu moins bien, et toutes les autres types d'interventions qu'on va pouvoir faire sont un peu moins bien que, évidemment, les bandelettes sous-urétrales. Alors, on ne va pas parler du sphincter, c'est sur d'autres indications et du recours, évidemment, hein, mais c'est une bonne intervention et il faut conserver, évidemment, cette chirurgie prothétique sous-urétrale. Alors, on a parlé des complications avec Grégoire, on a évidemment, c'était pas son sujet, parler de l'efficacité, mais c'est ce qui va un peu guider notre choix. Je pense qu'on veut absolument que nos femmes soient guéries, bien sûr qu'elles n'aient pas d'effets indésirables, mais qu'elles soient guéries le mieux possible et le plus longtemps possible. Et vous voyez là, on sait que le TOT, le TVT, à court terme, c'est pareil en termes d'efficacité. Il n'y a pas de discussion là-dessus, voilà, mais on se fiche du court terme, particulièrement chez des patientes qu'on opère de plus en plus jeunes, parce qu'effectivement, c'est un sujet qu'on connaît de mieux en mieux. Les femmes également le connaissent de mieux en mieux et consultent de plus en plus pour de l'incontinence. Elles ont compris que ce n'était pas normal. Et du coup, on a envie de les guérir sur le long terme. Et sur le long terme, il n'y a pas photo, il y a de la littérature solide. On sait que le TVT est plus efficace sur le long terme que le TOT. Hein. Maintenant, les séries les plus longues, elles ont 10, 12, 13 ans. Hein. On est à 17 ans d'existence près du TVT. Et donc, on sait que ça marche mieux qu'un TOT sur le long terme. Et sur le long terme, déjà après 5 ans. Donc, c'est du moyen terme presque. On voit que le taux de réintervention là, pour une incontinence urinaire récidivante à 5 ans, justement, c'est presque une femme sur 5 pour le TOT, contre presque rien pour le TVT. Donc, il n'y a pas de discussion dans les chiffres sur cette littérature qui est solide en termes d'efficacité dans le temps. Alors, il y a d'autres particularités qui vont être des points forts également pour le TVT, des situations comme l'insuffisance sphinctérienne. C'est connu, on en parle depuis longtemps dans les congrès, et on sait qu'en cas d'incontinence urinaire par hypermobilité urétrale, donc avec des malocètement urétrales positives, si on a une insuffisance sphinctérienne, on sait qu'un TOT va avoir 3 à 5 fois sur les études plus de risques de rater qu'un TVT. Donc, si on a une insuffisance sphinctérienne, il faut aller vers le TVT. Donc, toutes les suspicions ou
on va se poser la question de cette part d'insuffisance sphinctérienne sur ce fameux mécanisme de funneling urétral, hein, l'urgenturie, quand on se relève, par exemple, qui est juste lié à l'ouverture du col, à une béance et à probablement une insuffisance sphinctérienne associée, ça on le suspecte cliniquement. Et ben, dans ce cas-là, on a envie d'aller évidemment au bilan aérodynamique pour objectiver l'insuffisance sphinctérienne. Et si on en a une, il n'y a pas de discussion, il faut mettre un TVT et pas un TOT. Alors, tout à l'heure, on a parlé un peu de l'accès au bilan aérodynamique, certains centres n'en ont pas, etc. Je rappelle que dans les recommandations internationales, hein, pour une incontinence urinaire à l'effort pur, chez une femme qui n'a jamais été opérée, il n'y a pas besoin de bilan aérodynamique. Si on a des meufstonnement urétral positives, la bandelette est indiquée sans urodynamique. Il faut une débimétrie et une mesure de résidus, mais pas une vraie cystomanométrie, etc. Donc, ça ne doit pas être un frein au traitement de toutes ces femmes en première intention pour une incontinence urinaire à l'effort pur par hypermobilité urétrale. On pourra en redébattre si vous voulez. Donc, la sonde sphinctérienne, il n'y a pas de discussion, la littérature est solide. La récidive, il y a beaucoup d'études et de méta-analyses qui sont vraiment en faveur du TVT en cas de récidive, mais ça reste un petit peu débattu. Donc, vous voyez, on a un niveau de preuve qui est assez solide, mais néanmoins, les recommandations de l'EAU, elles nuancent un petit peu les choses en cas de récidive. Donc, je crois pour ma part que c'est vraiment un échec de bandelette sous-urétrale. Il faut donner les meilleures chances et donc on va vers un TVT de toute façon. Et puis en cas d'obésité, la plupart des études font un cut-off à 30 de BMI. Clairement, on a une meilleure chance de guérir nos patientes avec un TVT versus un TOT. Hein. Vous voyez, un pas de test complètement sec à 1 an, et ben, 85% sont sèches si c'est un TVT et seulement 67% si c'est un TO. Et quand on s'écarte un petit peu, on a des chiffres qui restent sensiblement pareils à 5 ans. Donc, ces 3 situations-là, le TVT est meilleur que le TOT et on sait donc dans la durée, il est meilleur également. Alors, bien sûr, l'efficacité, c'est important, mais ce qui va contrebalancer un peu notre choix, vous le savez, c'est les risques et les effets secondaires. Grégoire en a parlé évidemment. Hein. La perforation vésicale, évidemment, on a un risque avec le TVT qu'on ne va pas avoir avec le TOT, hein, quasi pas. Vous voyez la Cochrane, 5%, 5-6% le TVT, quasi pas pour le TOT, évidemment. Je crois que tous les poseurs de TVT en France, hein, nous, c'est même dans la cotation de l'acte, l'endoscopie PEROP, elle est associée. Ce serait une faute de ne pas la faire. Donc, on fait tous une cystoscopie PEROP pendant les pauses de TVT. De la même façon, je crois qu'on a tous la même attitude. Si vous avez la constatation comme image d'endoscopie avec la bandelette qui traverse la vessie, bah, vous retirez la bandelette. Alors en général, on s'en aperçoit avec les gaines, hein, avant d'avoir libéré la bandelette. Vous repassez plus au large et vous pouvez évidemment laisser la bandelette dans cette situation. Il y a plus de risque d'hématome également avec le TVT, évidemment parce qu'on traverse tout le plexus et l'espace de Redius. Alors ces hématomes, ils sont dans la littérature la plupart du temps asymptomatiques, ou en tout cas même s'ils sont symptomatiques d'un point de vue de douleur, par exemple, eh bien ça rentre dans l'ordre tout seul et il n'y a pas besoin de réintervention. Donc ça ne doit pas faire plus peur que ça. En général, tous les confrères qui mettent des TVT mettent une mèche vaginale. Moi, c'est ce que je fais en post-opératoire pour 1 heure ou 2 en salle de réveil. En remontant en ambulatoire, la mèche est retirée. Ça limite un peu le risque d'hématome. Ça favorise un peu aussi la reprise d'émiction. Donc, clairement, il y a plus de risques de perforation vésicale et d'hématome, mais in fine, les conséquences de ces 2 effets indésirables, elles sont nulles. Il n'y en a pas sur le long terme. Dès l'instant, on agit tout de suite et on fait ce qu'il faut. Le trouble de la vidange, il est discuté, mais effectivement, il y a plus de dysurie post-TVT que post-TOT. Dans la littérature, selon les études, ce n'est pas tout à fait significatif, donc ce n'est pas non plus très en défaveur du TVT, ce trouble de la vidange. Et encore une fois, je pense qu'il faut vraiment bien les poser à distance. Pour ma part, j'ai mis beaucoup de TOT, j'en mets plus. Le TVT, je le mets encore plus à distance de l'urètre que je mettais mes TVT. Et j'ai envie de dire que plus la patiente est âgée, avec peut-être un impact sur sa contractilité vésicale, et plus elle est forte, par exemple, et on sait quand elle va être debout, va y avoir une dynamique qui va être différente quand on l'opère évidemment couché, et ben plus je mets à distance cette bandelette sous-urétrale. Donc le trouble de la vidange, peut-être que quand on aura des séries, maintenant qu'on a un peu fait évoluer la technique et qu'on aura des séries dans 10-15 ans, peut-être qu'on verra que ce trouble de la vidange avec le TVT, c'est un faux problème et qu'il n'existe pas, c'est un problème de pause.
Le risque de plaie viscérale, il existe évidemment, mais il est plus que minime. Il n'existe pas avec le TOT, évidemment, il existe avec le TVT. Il y a plusieurs études qui ont montré que c'était vraiment lié à la courbe d'apprentissage, des problèmes techniques. Voilà, donc bon, ça rejoint les arrêtés et nous, nos obligations. Il faut être bien formé, en faire régulièrement pour mettre des TVT. Évidemment, ce n'est pas une chirurgie, elle n'est pas longue, elle paraît simple, mais c'est une succession de choses importantes qu'il faut vraiment faire rigoureusement pour justement pas aller aux complications et avoir l'habitude de ça. Alors, les effets secondaires du TOT, moi, je les trouve plus ennuyeux, on pourra en redébattre. Évidemment, il y a plus de douleurs inguinales, c'est très clair dans la littérature. Alors, des douleurs qui vont être neuropathiques immédiates par un embrochage, une petite branche obturatrice accessoire. La douleur est neuropathique immédiate et très, très intense. Effectivement, il faut savoir retirer la bandelette tout de suite, il n'y a pas de discussion. Il y a aussi beaucoup de syndromes myofasciaux, vous voyez sur l'anatomie que vous connaissez bien. Évidemment, on va traverser des faisceaux musculaires, peut y avoir des hématomes, et peut y avoir des douleurs qui persistent, plus musculaires, mais qui peuvent être très intenses, avec parfois des patients qui ont du mal à marcher dans les semaines qui suivent. Et c'est pareil, je crois qu'il faut savoir retirer la bandelette, parce que si ces douleurs, elles restent, on va en reparler, elles sont extrêmement difficiles à gérer. Et finalement, d'une dame qui avait des fuites à l'effort, dans les situations où parfois elle pouvait adapter les choses, si elle se met à avoir des douleurs qui l'empêchent de marcher ou des douleurs neuropathiques, voilà, sa qualité de vie va être vraiment beaucoup plus impactée. Il y a plus de dyspareunie également, probablement avec le lien avec le plus d'exposition vaginale. Notre registre Vigimèche le montre. Évidemment, quand on a une bandelette qui est très proche des cul-de-sac pour un TOT, c'est souvent le cas, beaucoup moins pour le TVT, voire qui érote dans le cul-de-sac, ça entraîne des dyspareunies, voire des dyspareunies. Les douleurs de l'homme, ça peut arriver. Voilà, ça c'est assez clair également. L'hyperactivité de novo, je ne l'ai ni attribuée ni à l'une ni à l'autre dans mes items, parce que dans la littérature, finalement, on a toujours envie de se dire le TVT est plus dysuriant, donc il va induire plus d'hyperactivité vésicale de novo. Alors je dirais que toutes les bandelettes trop serrées, et c'est ce que disait Grégoire également, vont avoir un impact ensuite et une modification sur le muscle détrusorien. Mais dans la littérature, globalement, il y a cette méta-analyse que j'ai citée, mais il y en a d'autres, vous avez un taux qui est assez proche, assez similaire d'hyperactivité de novo post-bandelette. Vous voyez, on peut dire jusqu'à un tiers des cas avec le CUROP, le groupe de l'association d'urologie pour les troubles pelvipérinéaux de la femme dont je fais partie. On a sorti cette revue de la littérature sur les complications des bandelettes. Vous voyez, on est à 33%, mais c'est la même chose dans les deux bandelettes. Donc, il faut vraiment informer nos patientes que ça peut être un risque réel de ces chirurgies, mais encore une fois, souvent, c'est des symptômes qui sont légers, dont on peut trouver des solutions. Alors, un des vrais arguments, surtout pour choisir entre le TVT et le TOT, et le docteur Belkacem l'a évoqué ce matin en tout début de topo sur la difficulté de retirer un TOT. Évidemment, quand il faut aller retirer un TOT complètement, parce que justement, il y a des douleurs myofasciales, des douleurs neurologiques au niveau du trou obturateur, de la racine des cuisses, et bien là, ça devient l'enfer. On fait des doubles abords, vaginaux et sur la cuisse. C'est une région anatomique qu'on ne connaît pas bien, l'abord externe du trou obturateur. C'est une région qui est dangereuse de par l'environnement vasculaire, neurologique, etc. Et on ne sera jamais à l'aise. Parfois, on n'y arrive pas. Et quand les douleurs sont là depuis un moment, parfois même en ayant retiré toute la bandelette, il n'y a pas d'amélioration franche de ces douleurs. Donc, globalement, un TOT, on n'est pas vraiment capable, je crois que chacun d'entre nous peut dire ça, de le retirer 5, 10, 15 ans plus tard correctement, sans avoir un gros délabrement et prendre des risques, tout en pouvant pas garantir à la patiente que ça va être parfait. Et à contrario, un TVT, si on a quoi que ce soit comme problème, et finalement on le retrouve assez facilement en célioscopie, en suspubien, c'est une région anatomique, une fois qu'on a fait tomber la vessie, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. Et une fois qu'on a retrouvé la bandelette, comme vous avez sur la photo en haut à droite, eh bien, on descend dessus, en face latéraux-vésicale, et on peut la retirer dans son intégralité sans risquer des lésions neurologiques ou vasculaires, hormis les plexus veineux dont on peut faire l'hémostase. Donc, c'est un des arguments, et on le répète dans tous les congrès depuis quelques années maintenant. On sait retirer des TVT dans les conditions de sécurité. C'est plus complexe d'évoquer cela pour des TOT.
Alors effectivement, vous l'avez dit, hein, je vous ai mis là, les grandes lignes de l'arrêté de la HAS, notre haute autorité de santé en France, hein, qui nous impose, donc c'était en 2020 pour 3 ans, et probablement il sera reconduit et probablement un peu amélioré à chaque fois, plus aucune chirurgie de bandelette sous-urétrale en France synthétique, mais les primopauses, hein, les plus simples comme les plus complexes, ne peut avoir lieu s'il n'y a pas eu une réunion pluridisciplinaire de pelvipérinologie avant avec un gynécologue, un urologue, et s'il faut un coloproctologue, etc., et un médecin physique rééducateur en fonction des cas, évidemment. Que cette réunion, à la faveur comme les réunions de cancérologie, on doit discuter de ces dossiers et on n'a pas le choix. Il doit y avoir un compte-rendu qui doit être transmis à la patiente en amont. La patiente doit bénéficier d'un délai suffisant de réflexion avant sa chirurgie. Le chirurgien doit être formé, hein, il n'y a pas de discussion. Et derrière, il faut s'astreindre à la réglementation avec la traçabilité de l'implant, y compris pour la patiente, avec un document qui lui est remis, et les consultations post-opératoires à 1 mois et 1 an obligatoires. C'est comme ça maintenant que sont encadrées toutes les poses, y compris les primopauses simples de bandelettes sous-urétrales synthétiques en France. Alors, pour essayer d'aider un petit peu tous nos collègues urologues et gynécologues, on a fait avec le CUROPF et le syndicat également des gynécologues a fait la même fiche, on l'a fait tous ensemble et on l'a validé tous ensemble, des fiches de RCP qui permettent de screener un peu facilement les différents items et qui permettent même pour des cas simplexes, à l'image des polypes de vessie PTA G1 qu'on enregistre simplement en RCP, les cas complexes chez qui on ne relève pas de facteurs de risque, de récidive ou qui ne prêtent pas à discussion, on peut les enregistrer si on répond en gros à tous les feux verts sur ces fiches de RCP qui sont très complètes. Donc, vous les trouvez sur le site d'Urofrance, hein, je vous ai mis le lien là. Si vous voulez la voir, elle est disponible sans souci téléchargeable, cette fiche. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le AU nous le dit, hein, évidemment, il faut proposer des bandelettes sous-urétrales synthétiques aux femmes qui ont une incontinence urinaire à l'effort. Mais par contre, il faut leur parler des bénéfices et des risques attendus, sans les effrayer, évidemment. Hein, je rejoins Grégoire, parce que c'est une chirurgie qui reste une très bonne chirurgie, voilà, quand on en a l'habitude, mais elles doivent être informées. Ça doit être clair, il faut leur remettre la fiche d'information. Nous, on a une de la FU qui est très bien faite. Il faut qu'elles aient des documents, il faut qu'elles puissent réfléchir. On sait et on doit leur dire, il y a un niveau de preuve qui est extrêmement fort, que la bandelette TVT va marcher plus longtemps dans le temps que la bandelette TOT. Donc elles doivent être prévenues. Et puis après, on doit évidemment leur parler des complications à la lumière en fait des différentes. On a vu que les complications de TOT, ce n'est pas les mêmes que les TVT. Et avant de leur parler de chirurgie, on doit leur avoir parlé des dispositifs conservateurs, la kiné, les tampons vaginaux, hein, etc. Ça doit faire partie de la discussion et leur laisser le choix thérapeutique, bien sûr. Alors, j'en finirai peut-être par un parti pris, mais je crois qu'on a un peu tous le même, les gens qui font beaucoup de bandelettes sous-urétrales, hein, on ne met quasi plus que des TVT, parce que, bon, on l'a vu, le TVT, c'est pour les femmes jeunes, puisque ça dure plus longtemps dans le temps, c'est pour l'insuffisance sphinctérienne, puisque ça marche mieux dans cette situation, c'est prouvé. Alors, du coup, on peut décaler, est-ce que l'insuffisance sphinctérienne, il y en a plus chez les personnes âgées, donc le TVT pour les âgés? Alors là, ça peut se discuter. Chez les âgés, de toute façon, les résultats sont toujours moins bons. On a la part d'hypocontractilité du détruseur qui fait réfléchir. Donc, c'est des patients volontiers où on se pose peut-être plus de questions et on en discute peut-être plus qu'un simple enregistrement RCP, justement. Les neurologiques, elles ont régulièrement une insuffisance sphinctérienne. Évidemment, ça dépend des différents troubles. Elles vont peut-être être aux autosondages déjà. Le TVT va mieux marcher. On pense exceptionnellement une paraplégie qui va faire des transferts et avoir des contraintes importantes sur le périnée. Le TVT va mieux marcher dans le temps, évidemment. En cas de récidive ou de risque de récidive, évidemment l'obésité, on l'a vu, la toux chronique, la constipation, etc. On sait que le TVT va mieux marcher dans le temps, donc il n'y a pas de discussion non plus. En extrapolant un petit peu sur les douleurs du pilène, etc., est-ce que les patients un peu avec une hypersensibilité douloureuse, type fibromyalgie ou autre, est-ce qu'il ne faut pas d'emblée réfléchir à un TVT et pas un TOT pour ne pas chercher les coups, entre guillemets. Les sportifs, pareil, voilà, elles sont souvent des plaintes après un TOT qu'elles n'auront pas après un TVT. Alors après, quelle est la place du TOT? Moi, j'en mets plus, c'est clair. Ça fait, je ne sais pas, 7, 8, 9 ans que je mets que des TVT maintenant. Et je suis ravie, surtout je suis ravie quand je revois
voit des patientes que j'ai opérées il y a 10, 12 ou 15 ans et qui ont les bandelettes vraiment qui se sentent dans les cul-de-sac vaginaux et qui ont une dyspareunie en rapport, etc. Ben, ça, on l'a plus avec le TVT, donc il n'y a pas de discussion, je pense. On pourra en débattre évidemment, hein, mais peut-être que le TOT garde une place si on a une hypocontractilité des trésoriennes avant, et encore, on ne sera pas capable de dire à la patiente qu'elle ne sera pas obligée de passer à l'autosondage. Donc, est-ce qu'il ne faut pas lui mettre un TVT si elle accepte l'autosondage, par exemple? Parce que de toute façon, pour aller une bandette sous-urétrale, il faudra, s'il y a une hypocontractilité des trésoriennes, qu'elle soit prévenue et qu'elle accepte cette éventualité si ça arrive. Est-ce que des patients qui sont sous anticoagulants, qui ont des troubles de l'hémostase, bon, on va éviter le REDUS et donc on veut faire un TOT. Là encore, je ne suis pas sûre. Je pense que peut-être il faut juste leur mettre une mèche vaginale un peu plus longtemps et gérer correctement les anticoagulants et mettre un TVT. Mais tout est à débattre. Au total, je pense que vraiment la vraie information, c'est qu'il faut bien connaître ces chirurgies, en connaître les risques, pouvoir informer sereinement les patientes sans les effrayer. Il ne faut pas qu'elles arrêtent de se faire traiter parce qu'on a été dramatique sur les éventuels effets indésirables qui sont pourtant tous rares. Hein, voilà. Et évidemment, il faut pondérer les indications en fonction du terrain et la place de la RCP où on peut prendre des indications, des décisions collégiales, elle est vraiment importante. Nous, on y est obligés et je pense que tout le monde est encouragé à le faire pour l'avenir et pour bien soigner nos malades. Voilà, je vous remercie.